Paris-Charles de Gaulle, 30 septembre 2017. Sur le tarmac, le vol Air France 66 se prépare pour Los Angeles. 11 heures de vol transatlantique. L'appareil qui assurera cette liaison est un Airbus A380. Livré neuf à Air France en mai 2011, ce géant des airs représente le summum de l'ingénierie aéronautique européenne. L'A380 est le plus gros avion civil de transport de passagers en service et le quatrième plus gros avion de l'histoire de l'aéronautique. Avec ses 73 mètres de longueur, son envergure de 80 mètres et son pont supérieur qui s'étend sur toute la longueur du fuselage, l'A380 offre une surface de cabine bien supérieure à son concurrent direct, le Boeing 747. Il peut accueillir jusqu'à 853 passagers en configuration maximale et dispose d'un rayon d'action de 15 000 km, lui permettant de relier Dubaï à Los Angeles sans escale. Sous les ailes de l'appareil, 4 turboréacteurs Engine Alliance GP7200 attendent d'être mis en route. Fruit d'une collaboration entre General Electric et Pratt & Whitney, ces moteurs combinent la technologie du cœur du GE90, qui équipe les Boeing 777, avec celle des soufflantes du PW4000, que l'on retrouve notamment sur les Boeing 747 et 767. Cette motorisation a été spécifiquement conçue pour l'A380, axée sur la réduction du bruit et l'efficacité énergétique. Chaque moteur délivre 311 kN de poussée. Le GP7200 est considéré comme l'un des moteurs les plus fiables en service à cette époque. Mais ce jour-là, l'un des 4 moteurs va transformer un vol de routine en un défi majeur pour l'équipage. L'équipage s'est présenté quelques heures plus tôt pour le briefing d'avant-vol. Le commandant, 60 ans, totalise près de 20 000 heures de vol, dont 15 000 en qualité de commandant de bord. Sa longue carrière l'a mené successivement sur Boeing 737 et 747, puis sur Airbus A320 et A330. Le jour du vol, il cumule près de 3000 heures de vol sur A380. À ses côtés, 2 officiers pilotes de ligne complètent l'équipage, comme l'exige la réglementation pour les vols long courriers. Le premier, 45 ans, compte 8000 heures de vol, dont 800 sur A380. Le second, 42 ans, affiche 9000 heures de vol au total, dont 300 sur type. Pendant que l'un des officiers effectue la visite extérieure pré-vol, inspectant minutieusement la cellule, les trains d'atterrissage et les moteurs, ses 2 collègues s'installent dans le cockpit pour les vérifications intérieures et la mise en route des systèmes. Les 24 membres d'équipage cabine préparent, quant à eux, l'accueil des 500 passagers qui vont bientôt embarquer. Pour ce vol, c'est le copilote qui assurera les fonctions de pilote aux commandes, Pilot Flying, tandis que le commandant sera Pilot Monitoring. Le second copilote occupera le strapontin pour la phase de décollage avant de se retirer pour sa période de repos réglementaire. La météo prévue sur la route ne présente aucune particularité susceptible d'influencer le déroulement du vol. Avec les 521 personnes à bord, le fret, les 200 tonnes de carburant nécessaires, l'appareil décollera avec une masse totale d'environ 560 tonnes. Une fois l'embarquement terminé, le tracteur de pushback se positionne. Les 4 moteurs démarrent, l'un après l'autre. L'appareil se dirige vers la piste. Les vérifications finales sont effectuées, ils sont autorisés à décoller. À 9h50, les manettes des gaz sont poussées à fond. Le vol Air France 66 décolle de Charles de Gaulle, cap sur Los Angeles. « 25 minutes après le décollage, l'appareil atteint son altitude de croisière initiale. Le niveau de vol 330, soit 33 000 pieds. Dans le cockpit, l'équipage s'organise pour les longues heures à venir. Conformément à la répartition convenue, le second copilote quitte le poste de pilotage environ 30 minutes après le décollage pour prendre son premier repos réglementaire. Le commandant et le copilote restent aux commandes. L'avion poursuit sa route, quittant progressivement l'espace aérien français, puis survolant le Royaume-Uni avant de continuer sa route au-dessus de l'Atlantique Nord. Plusieurs changements de niveau ponctuent la croisière. L'appareil grimpe progressivement,
optimisant sa consommation de carburant au fur et à mesure qu'il s'allège. À 11h14, la 380 se stabilise au niveau de vol 370. Au-dessus de l'océan Atlantique, la couverture radar n'est pas assurée. Les radars au sol ont une portée limitée par la courbure de la Terre. Au-delà de quelques centaines de kilomètres des côtes, les avions disparaissent des écrans radars. À environ 100 miles nautiques à l'est des côtes du Groenland, l'équipage établit donc la liaison CPDLC avec le centre de contrôle océanique de Gander, situé au Canada. Ce système permet de communiquer par messages écrits avec les services de contrôle, compensant l'absence de couverture radio VHF et radar au-dessus de l'océan. À 13h48 UTC, soit près de 6 heures après le décollage, le commandant demande l'autorisation de monter au niveau de vol 380. Le contrôleur accepte et demande un compte-rendu lorsque l'avion aura atteint cette nouvelle altitude. Les moteurs augmentent leur régime, passant de 98 à 107% de N1. L'appareil entame sa montée au-dessus de la calotte glaciaire du sud du Groenland. 1 minute après le début de la montée, une détonation assourdissante surgit. L'avion fait une embardée violente vers la droite. 3 secondes interminables. Puis l'appareil bascule brutalement sur la gauche, en une correction aussi brutale que l'embardée initiale. Un violent phénomène vibratoire secoue toute la cellule. Dans le cockpit, une hôtesse qui passait un plateau au copilote est projetée au sol et roule sur plusieurs mètres. Le commandant de bord ressent immédiatement les vibrations. Il les perçoit comme un impact sur un trottoir à 80 km/h. Il pose instinctivement la main sur les manettes de poussée. Pour lui, c'est immédiatement un pompage moteur avec des dommages importants. Il a déjà connu une situation similaire dans sa carrière. Au même moment, le message « Engine for Stall » apparaît à l'ICAM, un message qui disparaît rapidement au profit de « Engine for Fail ». Le second copilote, aux commandes au moment de l'explosion, ressent lui aussi l'embardée en lacet vers la droite, mais son interprétation est différente. Cela lui fait penser à une turbulence de sillage. Au même moment, 2 passagers invités au poste de pilotage assistent à la scène. Ils quittent immédiatement le cockpit après l'explosion. Le commandant demande les actions ICAM au pilote en fonction. Pas de réponse. Silence. Sidération. C'est ce que les spécialistes appellent le startle effect, une réaction psychologique de surprise extrême qui provoque une paralysie temporaire des fonctions cognitives. Face à un événement totalement inattendu et violent, le cerveau se fige, incapable de traiter l'information et d'initier une action appropriée. C'est une réaction involontaire qui peut toucher n'importe quel pilote, quel que soit son niveau d'expérience. Voyant que rien ne vient, le commandant prend l'initiative. Il annonce « J'ai les commandes ». Il bascule du pilote automatique 2 vers le pilote automatique 1 et reprend le contrôle de l'appareil. La manette du moteur numéro 4 est réduite en position ralentie. Le moteur s'arrête automatiquement. Pendant ce temps, le copilote de renfort se prépare rapidement pour rejoindre le poste de pilotage. Mais il hésite. Il ne souhaite pas perturber les pilotes en fonction. Il attend le moment opportun, un moment qu'il jugera par la suite trop tardif pour lui permettre d'épauler efficacement l'équipage dans le traitement immédiat de la panne. Ce que l'équipage ignore à cet instant, c'est l'ampleur réelle des dégâts. Depuis le cockpit, impossible de voir le moteur. Sur l'A380, même le bout d'aile est invisible depuis le poste de pilotage. L'équipage ne sait pas encore ce qui vient réellement de se produire. Quelques minutes plus tard, le copilote de renfort finit par entrer dans le cockpit en même temps que la chef de cabine qui vient apporter une information. Un passager, installé au pont supérieur côté droit, a pris une photo. Il a vu des flammes. La chef de cabine présente son téléphone au commandant. Sur l'écran, l'image est sans appel. Le moteur numéro 4 est déchiqueté. La soufflante a disparu. Les becs de bord d'attaque sont endommagés. Ce que l'équipage ne sait pas encore, c'est qu'à l'intérieur du moteur numéro 4, le moteur externe droit, le moyeu en titane vient de se rompre. Cette pièce massive, qui pèse environ 240 kg et maintient les 22 aubes géantes de la soufflante, s'est brisée net. Les 2 fragments sont éjectés radialement à très haute vitesse, l'un vers le haut, l'autre vers le bas. Une fraction de seconde plus tôt ou plus tard dans la rotation du moteur,
et ils auraient percuté latéralement la voilure ou le fuselage avec des conséquences catastrophiques. Le hasard épargne la structure, mais les fragments percutent les parties fixes du moteur, provoquant la destruction complète du carter et la séparation de l'entrée d'air. L'arbre basse pression et certains ensembles solidaires se bloquent. Des débris viennent frapper la voilure et la cellule. Les becs de bord d'attaque subissent des impacts, mais aucun débris ne traverse la structure. L'avion reste en état de vol. Au fil des vols, cycle après cycle, une fissure microscopique s'est amorcée dans le moyeu. Elle s'est propagée lentement, invisiblement, sous la surface. Aucun signe précurseur, aucune alerte. Les inspections visuelles et les contrôles non destructifs de routine ne pouvaient pas la détecter. L'équipage sait désormais qu'il n'a plus affaire à une simple panne moteur. Il faut maintenant poser l'avion avec un moteur en moins, quelque part au-dessus de l'Atlantique Nord. Et à la verticale du Groenland, les options sont limitées. Au poste de pilotage, le commandant applique la méthode FORDEC, qui est la procédure de prise de décision systématique enseignée par Air France pour traiter toute panne ou irrégularité. Les faits sont clairs, moteur numéro 4 détruit, dommages apparents sur les becs de bord d'attaque, état structurel de l'aile incertain. Depuis l'avarie, pendant 1 minute 30, la vitesse indiquée chute de 277 nœuds à 258 nœuds. L'avion peine à maintenir le palier au niveau de vol 370. Le commandant constate cette dégradation immédiate des performances. Normalement, après une panne moteur simple, un A380 devrait pouvoir se stabiliser sans difficulté. Mais là, quelque chose ne va pas. Le FMS affiche 2 informations cruciales. D'abord, l'engine out maximum flight level, soit l'altitude maximale à laquelle l'avion peut maintenir un vol en palier stable avec un moteur en panne. Le FMS le calcule automatiquement au niveau 346, soit 34 600 pieds. Ensuite, la Green Dot, la vitesse de finesse max qui offre le meilleur ratio entre portance et traînée. Au niveau 370, elle est calculée à 262 nœuds. Selon les procédures standards, l'équipage devrait descendre à l'altitude maximale à laquelle l'avion peut maintenir un vol en palier avec un moteur en panne en maintenant la Green Dot. C'est la stratégie prévue pour une panne moteur en croisière. Ils descendent alors par paliers successifs. Niveau 360, puis 350, jusqu'au niveau 310. À chaque palier, le constat est le même. Impossible de maintenir la vitesse. Les 3 moteurs restants tournent pourtant à 103% de N1, au-delà du régime de croisière normal, et malgré tout, l'avion ne tient pas. Cette descente saccadée oblige l'équipage à interrompre constamment les actions ICAM, les procédures d'urgence affichées sur les écrans. Chaque changement de niveau demande une reconfiguration, une resélection, une vérification. Le travail s'accumule dans le cockpit. Au niveau 290, les 3 moteurs tournent toujours à 103% pour maintenir 290 nœuds. Le commandant prend alors une décision, descendre encore jusqu'au niveau 270 pour soulager les moteurs. À cette altitude, la vitesse se stabilise à 279 nœuds, les moteurs restant en poussée maximale continue. Ce que l'équipage ne sait pas encore, c'est que l'arbre basse pression du moteur numéro 4 s'est bloqué en rotation. Cet arbre relie la grande soufflante à l'avant à la turbine. C'est lui qui transmet la rotation d'un bout à l'autre. Mais avec la destruction du moyeu et les débris accumulés, cet axe ne tourne plus. Il est coincé. Le moteur n'est donc pas simplement éteint, il est devenu un obstacle figé. Les débris du carter et de l'entrée d'air détruits ont créé une traînée aérodynamique colossale, une dégradation estimée à environ 10% de l'efficacité globale de l'avion. Le calcul automatique du FMS, qui ne peut pas anticiper ce type de dommages structurels, est totalement faussé. L'altitude maximale de rétablissement réel n'est pas de 34 600 pieds, mais de 27 000 pieds. Environ 5 minutes après la mise en descente, le contrôleur de Gander Océanique, avec qui l'équipage communique par liaison Data Link CPDLC, détecte l'écart de trajectoire. Un message apparaît sur l'écran. ATC now shows you flight level 330. Is there a problem? Dans le même temps, le centre de contrôle reçoit un message audio Mayday relayé par un autre avion en vol.
Une minute plus tard, le copilote répond à l'interrogation du contrôleur par Datalink en déclarant « Mayday ». La communication vocale directe reprend quelques minutes après. Il faut maintenant choisir un terrain de déroutement. 3 options s'offrent à l'équipage. Le plus proche, Kangerlussuaq, au Groenland, à environ 30 minutes de vol. Mais la piste ne fait que 2800 mètres, avec une seule approche utilisable, la piste 09, peu familière des pilotes d'Air France. L'aérodrome est enclavé dans un relief montagneux, et surtout si les hypersustentateurs, les volets et les becs, ne sortent pas à cause des dommages observés, la piste sera trop courte pour un atterrissage sans volet. Deuxième option, Iqaluit, au Canada, à environ 1h30 de vol. Mais les conditions météorologiques sont défavorables, juste au-dessus des minima d'atterrissage. Troisième option, Goose Bay, également au Canada, à environ 1h30 de vol. Piste de 3300 mètres, plusieurs axes d'approche disponibles, relief dégagé en bord de mer, conditions météo correctes avec un ciel de traîne et 25 nœuds de vent de face. Le commandant contacte le CCO, le Centre de contrôle opérationnel d'Air France, par téléphone satellite. Après concertation, la décision est prise, cap sur Goose Bay. L'avion met le cap sur l'ouest, durée de vol estimée 45 minutes. L'équipage sait qu'il dispose de suffisamment de carburant, mais il ignore encore l'état réel de la voilure et la capacité de l'avion à se poser en toute sécurité. L'équipage débute la descente vers Goose Bay. La configuration de l'avion pour l'atterrissage commence. Une question cruciale se pose. Les hypersustentateurs vont-ils sortir? Les becs de bord d'attaque ont été endommagés. Si le système détecte une dissymétrie, il bloquera automatiquement toute la configuration pour éviter un déséquilibre en vol. Le commandant a déjà pris sa décision. Si les volets et les becs ne sortent pas, il se posera sans hypersustentateur. Sur une piste de 3300 mètres, c'est faisable. À Kangerlussuaq, avec seulement 2800 mètres, ça ne l'aurait pas été. Les volets sortent normalement. Soulagement dans le cockpit. L'avion n'a pas eu le temps de vidanger suffisamment de carburant. La procédure d'atterrissage en surcharge recommande de se poser à la vitesse minimale, environ 5 nœuds en dessous de la vitesse d'approche habituelle. Mais avec une aile endommagée et un état structurel incertain, le commandant refuse de prendre ce risque. Il recalcule sa vitesse d'approche et la majore de 10 nœuds. Mieux vaut une marge de sécurité. Approchant l'altitude de 1000 pieds, le commandant déconnecte le pilote automatique ainsi que le directeur de vol et poursuit l'atterrissage en pilotage manuel. Il veut sentir l'avion, avoir le contrôle direct. À 15h42 UTC, 2 heures après l'explosion du moteur, l'A380 se pose sur la piste 26 de Goose Bay. L'atterrissage se déroule normalement. Mais le commandant coupe immédiatement l'autobreak et poursuit le roulement uniquement sur les inverseurs de poussée, sans freinage maximal. Il ne veut surtout pas bloquer les roues et se retrouver avec des pneus qui se dégonflent en bout de piste. Avec 3300 mètres disponibles et le vent de face, il a de la marge. Mais dans la cabine, les personnels navigants ne comprennent pas. Ils sentent que l'avion ne décélère pas normalement. Pas de freinage fort. L'appareil continue de rouler. Ils se préparent mentalement à évacuer. Ils sont persuadés que l'avion va faire une sortie de piste. Le commandant n'a pas pensé à les prévenir. Finalement, l'appareil s'arrête tranquillement en bout de piste. Le roulage jusqu'au poste de stationnement est long. Des débris sont tombés sur la piste lors de l'atterrissage. Les services de l'aéroport doivent les récupérer avant que l'avion ne roule dessus et ne les ingère dans les moteurs restants. À 16h22 UTC, 2h30 après l'avarie, tous les moteurs sont éteints. Pendant la croisière, le commandant avait anticipé la préservation de l'enregistreur phonique, le CVR, et a demandé à un des OPL de s'y préparer une fois au sol. Après l'atterrissage, ce dernier se rend dans la baie avionique supérieure pour tirer le disjoncteur du CVR et préserver les enregistrements pour l'enquête. Mais il ne parvient pas à le trouver. La documentation de bord indique une position incorrecte. L'accès à la soute est compliqué. Et une fois à l'intérieur, impossible de différencier le disjoncteur du CVR des dizaines d'autres disjoncteurs identiques. Il contacte la maintenance par téléphone satellite. Il lui donne les bonnes références. Mais le CVR s'est arrêté automatiquement
5 minutes après l'extinction du dernier moteur, conformément à la logique d'arrêt sur Airbus. Les 497 passagers sont toujours à bord. L'aérogare de Goose Bay ne peut pas accueillir simultanément tous les occupants de l'avion. Les services d'immigration canadiens ne peuvent traiter qu'une trentaine de personnes à la fois, et il n'y a qu'une trentaine de chambres d'hôtel disponibles dans toute la ville. Le commandant prend alors une décision. Les passagers resteront dans l'avion. Air France affrète des avions depuis Montréal et New York pour envoyer du personnel de renfort. Le commandant passe voir tous les passagers pour leur expliquer la situation. Une navette permet aux fumeurs de sortir par groupe, des repas sont servis à bord, un chien est sorti de la soute pour être promené et des solutions sont trouvées pour les accompagnants. Le lendemain matin, à 8 heures, tous les passagers ont quitté l'appareil, 23 heures après le décollage de Paris. 2 avions réacheminent les passagers vers leur destination finale. L'équipage a fait son travail. Maintenant, c'est au tour des enquêteurs. Et leur mission s'annonce autrement plus compliquée. Retrouver 220 kg de titane quelque part sous la neige et la glace du Groenland. Sans victime, l'État n'a pas financé les opérations, contraignant le BEA à solliciter Airbus et Engine Alliance pour financer en partie les recherches. Celles-ci vont durer 21 mois, un coût estimé à environ 4 millions d'euros. L'exploitation des enregistreurs de vol permet de localiser précisément l'événement, à la verticale de la pointe sud-ouest du Groenland. Des calculs balistiques définissent une première zone de recherche communiquée aux autorités danoises. Quelques jours après l'accident, un hélicoptère d'Air Greenland survole la zone. Le pilote repère visuellement plusieurs débris, le carter de soufflante, des fragments de nacelle, des morceaux d'aube. Ces premiers éléments sont récupérés et rapatriés au BEA. Mais il manque l'essentiel, les fragments du moyeu en titane. La zone se situe sur la calotte glaciaire, à 1800 mètres d'altitude, à 100 km du premier aérodrome. L'environnement est hostile, les conditions météo imprévisibles, et la zone est largement crevassée. Malgré tout, Engine Alliance prend rapidement des mesures de sécurité. Inspection répétitive de tous les moyeux GP, 7200 en service. Sans avoir récupéré la pièce défaillante, le motoriste privilégie un scénario probable. Lors des opérations de maintenance régulière, quand les techniciens déposent l'anneau de maintien des aubes pour lubrifier le moyeu, des outils peuvent rayer ou endommager la surface du titane. Ces petites rayures, situées dans des zones à forte contrainte, peuvent amorcer des fissures. Engine Alliance décide donc de repenser le design de cet anneau pour le rendre moins rigide et modifier les procédures de maintenance. Mais pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, il faut absolument retrouver le moyeu. L'ONERA, l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, déploie un radar à synthèse d'ouverture pour scanner la zone depuis les airs. Le GEUS, l'organisme danois de géophysique et glaciologie, utilise des méthodes géophysiques pour cartographier le sous-sol. Des détecteurs électromagnétiques sont développés spécifiquement pour cette mission. Des robots autonomes américains, habitués aux opérations en Antarctique, sillonnent méthodiquement le terrain. En 2019, 2 ans après l'accident, le radar de l'ONERA détecte enfin une anomalie sous la surface. La localisation exacte est confirmée par d'autres moyens. Une équipe du GEUS est dépêchée pour l'extraction. Le fragment est enfoui sous 4 mètres de neige et de glace compactée. Il a été retrouvé à 1 mètre du bord d'une crevasse. 1 mètre de plus et il disparaissait à jamais. Après extraction, le fragment de 220 kg est rapatrié au BEA. Les examens métallurgiques peuvent enfin commencer. La rupture trouve son origine dans un défaut invisible, situé sous la surface du métal, au niveau d'une alvéole, l'une des encoches où s'insère le pied d'une aube. À cet endroit précis, existait ce qu'on appelle une macrozone, une région du titane où la structure cristalline du métal présente une orientation anormalement uniforme. Cette anomalie, inhérente au processus de fabrication des très grosses pièces forgées en titane, crée un point de faiblesse. Le mécanisme en cause est ce qu'on appelle la fatigue dwell, une forme insidieuse de fatigue des métaux où les phases de maintien prolongées de la charge, comme celle d'une longue croisière, affaiblissent progressivement le matériau. Contrairement à la fatigue classique, qui nécessite des millions de cycles pour rompre une pièce, on parle ici de fatigue oligocyclique,
une fatigue qui se produit après un nombre relativement faible de cycles, quelques milliers seulement, mais sous des contraintes élevées. À l'époque, l'industrie aéronautique pensait que le titane utilisé pour ces pièces, le Ti-6-4, l'alliage utilisé pour ce moyeu, n'était pas sensible à ce phénomène. Le jour du vol Air France 66, le moyeu a cédé brutalement après seulement 3500 cycles, soit 4 fois moins que les 15 000 cycles garantis par le constructeur. Le scénario d'Engine Alliance tombe à l'eau. Quand les enquêteurs examinent la face avant du moyeu, là où les dommages de maintenance auraient dû se trouver, ils ne trouvent rien. Aucune rayure, aucune trace d'outil. La surface est intacte. La fissure ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. En analysant la surface de rupture au microscope électronique, les enquêteurs découvrent quelque chose de troublant. En plus des stries de fatigue classiques, ils observent des zones à facettes, une signature caractéristique de la fatigue Dwell. Et en comptant méticuleusement ces stries, ils reconstituent l'histoire de la fissure. Pendant plus de 700 cycles, plus de 700 vols, la fissure s'est propagée sous la surface, de manière totalement invisible. Aucune inspection visuelle, aucun contrôle au courant de Foucault n'aurait pu la détecter. L'équipage du vol 66 n'avait aucune chance de savoir ce qui se passait dans le cœur du métal. Mais alors, pourquoi les essais en laboratoire n'avaient-ils rien détecté? Ces essais ne reproduisent pas les conditions réelles. Pour aller plus vite, on teste des éprouvettes, des petits échantillons de métal. On raccourcit les temps de maintien. On augmente les contraintes afin d'avoir des résultats en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs années. Or, la probabilité d'avoir une macrozone intense dans une petite éprouvette est bien plus faible que dans une grosse pièce. Les éprouvettes passent les tests, mais les vrais moyeux, eux, peuvent contenir des défauts qu'on ignore. À cela s'ajoute une tendance de l'aéronautique moderne. Pour réduire la consommation des moteurs, on augmente la taille des soufflantes, ce qui implique des moyeux plus grands, donc des billettes de titane plus massives pour les forger. Et avec des billettes plus massives, le risque de macrozone augmente. Depuis cette découverte, Engine Alliance a dû mettre en place des inspections tous les 330 cycles sur l'ensemble des moyeux GP 7200. C'est une contrainte opérationnelle considérable, qui nécessite de déposer les aubes à chaque fois. Un nouvel anneau de maintien, plus souple, a été déployé pour limiter les risques d'endommagement pendant les inspections. Pour l'avenir, le BEA a émis 2 recommandations à destination de l'EASA et de la FAA. La première demande de revoir les critères de conception, de dimensionnement et de fabrication des pièces critiques en titane pour maîtriser le risque de fatigue Dwell. La seconde demande une revue de toutes les pièces critiques existantes dont le processus de fabrication pourrait favoriser l'apparition de macrozones et pour lesquelles ce risque n'a pas été suffisamment pris en compte lors de la certification. Le problème ne se limite pas au GP 7200. Tous les moteurs modernes à fort taux de dilution utilisent des pièces forgées de grande taille et tous pourraient être concernés. Cette découverte est comparable à celle des défauts Hard Alpha après l'accident de Sioux City en 1989. À l'époque, la découverte d'inclusion d'azote dans le titane avait révolutionné les procédés de fabrication. Cette fois, ce sont les macrozones et la fatigue Dwell qui pourraient changer la donne. Si les enquêteurs avaient accepté le scénario de la maintenance, le rapport officiel aurait conclu à un dommage lors d'une opération de maintenance et l'affaire aurait été classée. Et un jour, peut-être, un autre moyeu se serait rompu sur un autre avion avec peut-être, cette fois-là, des conséquences bien différentes. Ce jour-là, au-dessus du Groenland, 520 personnes ont eu de la chance. La chance que les débris partent vers le haut et vers le bas, et non pas à travers la cabine. La chance d'avoir eu un équipage exceptionnel qui a gardé son sang-froid pendant 23 heures. Et la chance que des enquêteurs obstinés refusent d'accepter une réponse facile. Grâce à eux, l'aviation est un peu plus sûre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Vous pouvez également utiliser le Super Thanks, un petit don ponctuel que vous pouvez faire directement sous la vidéo pour encourager et soutenir le travail de recherche, d'écriture et de montage derrière chaque épisode. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Chroniqueur.